placés aux pires endroits possibles et donc il est presque impossible de les esquiver du premier coup. Sérieux, entre les crabes qui font des gum-gum pistoles, les mantes religieuses qui lancent leurs lames façon boomerang, et les étoiles qui explosent... Un an qu'on a monté notre équipe. Ça passe tellement vite. Tu l'as dit, j'ai rien vu passer. Ce n'est pas pour me déplaire. Que diriez-vous de marquer le coup? Toi, t'as une idée en tête. Ne fais pas genre, je suis sûr que vous aviez tous les deux pensé à ça. À vrai dire, oui. J'avais pensé qu'on pourrait présenter tous les trois un GamerQuest spécial pour célébrer la première année de la chaîne. Et avec une certaine série fêtant son 35e anniversaire cette année, je me suis dit... Alors on a eu tous les trois la même idée. Mais non! Yep, j'ai demandé à ma frangine de le récupérer dans mes vieilles affaires chez nos parents. Elle a accepté et me l'a renvoyé pour l'occasion. En plus, si je ne m'abuse, tu n'as jamais fait ce Zelda, Sana? Si, une seule fois en fait. Je ne l'ai jamais réellement possédé si on exclut avec la Super Nintendo Mini et le Nintendo Online de la Switch, mais ça reste le tout premier Zelda auquel j'ai joué. Ah ouais? J'aurais pas cru. Je vais chercher à voir, je sens qu'on va avoir une journée bien remplie. Merci Arak. « 35 ans. Voilà 35 ans que la série The Legend of Zelda existe, qu'elle nous fait voyager et rêver. 35 longues années d'une magie qui n'a jamais faibli avec des aventures toutes plus fantastiques les unes que les autres depuis ses débuts sur NES en 1986. En passant par des opus marquants tels que A Link to the Past, Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess ou encore Skyward Sword jusqu'au majestueux Breath of the Wild. Chaque jeu a quelque chose d'original à offrir, et chacun a son épisode préféré de la série. En ce qui me concerne, il s'agit de The Wind Waker. Majora's Mask pour moi. Et moi, Faces of Evil. Je plaisante, mon préféré est Link's Awakening. Et à la fois pour fêter les 35 ans des aventures de Link et le premier anniversaire de GamerQuest, c'est tous les trois que nous allons nous attaquer à l'un des opus fondateurs de la franchise, à savoir The Legend of Zelda A Link to the Past. Sorti en 1991 sur Super Nintendo et troisième opus de la série après The Legend of Zelda et The Adventure of Link, un jeu qui posera la plupart des grandes bases des jeux suivants. Et aussi culte que Ocarina of Time, considéré aujourd'hui et par beaucoup comme le meilleur jeu de tous les temps. Et comme Sana l'a dit plus tôt, le premier Zelda auquel il a joué. Exactement. C'est avec ce jeu que j'ai découvert Hyrule et son univers. Comme beaucoup de joueurs, je suis un grand fan de The Legend of Zelda, pourtant, c'était assez mal parti. Sérieux? Il s'est passé quoi? Eh bien, la première fois que j'ai essayé ce jeu, je devais avoir à peu près le même âge que pour Sonic 2. Alors ça commence. Ça a l'air trop beau ce jeu, j'ai hâte d'être dedans. Oh, c'est quoi ça? Ah, je dois sûrement écrire mon nom. Ça, je sais faire maintenant. Alors, Sana, c'est écrit avec un S, un A, un N, un autre N et un autre A. Oui, ça commence. Oh, c'est ce jour-là que j'ai découvert que lorsqu'il était possible de nommer son personnage dans un jeu et qu'on lui donnait notre nom à nous, nous étions pas seulement entraînés dans le jeu, mais nous prenions directement la place du héros. Quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à chaque fois à nommer mes personnages comme moi lorsque c'était possible. Et à ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête. Ah, c'est trop bien! Alors je peux faire quoi? Oh, un coffre. Oh, une petite maison. Oh, il pleut. Que fais-tu dehors à cette heure? Tu es trop petit pour veiller si tard. Allez, rentre à la maison, mais... Mais laissez-moi passer! Mais rentre, je te dis! Je veux voir ce qu'il y a là-bas!
Mais puisque je te dis que tu ne peux pas passer... J'aimerais pouvoir passer entre les deux pourtant, il y a de la place. Mais tu m'écoutes, oui? Eh non, j'écoutais pas. Vu que je savais pas encore lire, ou du moins pas très bien, bah, je m'occupais pas vraiment des dialogues et je passais tout le temps pour pouvoir continuer à jouer. C'est nul! Je peux aller nulle part! Je dois faire quoi? Y a pas de méchant et je peux juste soulever des buissons. Un trou? Je sais très bien qu'il faut pas tomber dans les trous, mais... il y a pas d'autre chemin, alors peut-être qu'il y a quelque chose dedans? Oh, c'est le monsieur du début! Ah ouais! J'ai l'épée maintenant! Maintenant je peux attaquer les méchants! Oh, pourquoi il y a une poubelle ici? Mais il y a plein de méchants quand même, c'est trop dur! Aïe! Oh, j'ai perdu! Haha! Ça y est, j'y arrive! Les gars, je me dis ça comme ça, mais c'est pas un peu la honte de se faire bolos par un gosse qui a à peine 4 piges? On est des figurants, cherche pas. Mais pourquoi je peux pas passer ici? Je dois aller ailleurs? Oh, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ah, ça doit être le boss! Ah, mais il est trop dur! Ah, tiens, prends ça! Et c'est ça que vous appelez le protecteur de la poterie? Merci, Sana. Je sentais bien que tu te rapprochais. Sana, écoute-moi. Le sorcier Aghanim me contrôle par un charme tous les... Sana! Oui, j'ai sauvé la princesse, super! Mais reviens, j'ai pas fini! Par contre, je dois aller où maintenant? Je dois l'aider à sortir? Il est long ce niveau. Oh, tu veux m'aider à pousser? D'accord. Mais il fait tout noir. Comment on fait pour mettre de la lumière? Ah, je dois sûrement tirer un levier pour continuer. Facile. C'est toujours à droite le bon. Haha, ouais, j'ai inversé la droite et la gauche à l'époque. Et croyez-moi, mon souvenir de ce moment est bien resté gravé. Ah, des serpents! Au secours! Ça y est, j'ai fini le niveau? On dirait une église. Merci, Sana. Grâce à toi, la princesse est saine et sauve. Mais nous ne sommes pas encore en sécurité. Tu dois vaincre Aghanim, mais pour ça, tu... Il est parti. Ah, d'accord. Du coup, on fait quoi en attendant? Je sais pas, un Uno? Ah, la musique a changé. Elle est trop bien. Ça veut dire que je suis dans le niveau 2 maintenant? Alors, je dois aller où? Il y a plein de nouveaux méchants partout. Oh zut, faut pas tomber dans l'eau. Bonjour Madame la Fée. Tiens, pourquoi il y a la petite maison et l'équerre que j'ai ramassé quand je mets en pause? Attends, mais c'est pas le château du début? Je comprends rien, j'étais toujours dans le niveau 1 alors? Pourquoi il est si grand et si long? Je dois faire quoi pour le finir? Normalement, quand on arrive dans un autre endroit, c'est qu'on a changé de niveau. Oh, un contour de porte. Ça doit être la fin! Je l'ai enfin trouvé! Il y a plein de maisons, mais je dois aller où du coup? Il y a pas de méchants attaqués? Ah si, il y en a un! C'est tout? Je peux attaquer personne, c'est pas des méchants? Oh, je peux attaquer la poule! Ça doit être un ennemi! Allez, ya! 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 Isa, elle se défend pas. C'est long. Je dois l'attaquer combien de fois encore? Ah! Plein de poules! Au secours! Je peux pas les attaquer! Ah! Pff, il est trop nul ce jeu! Ah ouais, effectivement t'as très mal commencé. J'y peux rien moi. Ne pas t'avoir lire était déjà un handicap, mais si en plus tu n'avais même pas compris le principe du jeu... Que voulez-vous? Dans mes jeux habituels, j'avais pour principe que chaque niveau correspond à un lieu différent. Le jeu d'aventure était un concept nouveau pour moi, sans parler de la vue du dessus. Rassure-moi, tu t'es pas arrêté là quand même. Bien sûr que non. J'ai eu l'occasion de jouer aux autres Zelda sortis à ce jour, The Legend of Zelda, Adventure of Link et Link's Awakening. Et jouer à d'autres jeux d'aventure comme la légende de Thor, que j'ai beaucoup aimé au passage, m'ont permis de mieux comprendre le concept.
Les jeux d'aventure ne sont pas coupés en niveaux, mais en un seul grand niveau que l'on peut explorer librement en collectant des objets ou en remplissant des objectifs, permettant de progresser vers l'objectif final. J'ai continué à jouer à ces opus, mais comme j'étais très mauvais, je regardais surtout mon frère jouer. C'est surtout Link's Awakening sur Game Boy qui me maintenait le plus amusé et qui correspondait le plus à mon niveau en tant que joueur. C'est à partir d'Ocarina of Time que ça a changé, que j'ai commencé à bien mieux m'immerger dans cet univers et ses mécaniques, même si j'ai jamais été très loin dans cet opus non plus. Un peu plus tard arrivait Majora's Mask, que j'ai adoré parcourir ne serait-ce que pour tout visiter. Car oui, lui non plus je l'ai jamais terminé. Même chose pour Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Beaucoup de temps dessus sans jamais en voir le bout. Arriva ensuite The Wind Waker, comme dit plus tôt, mon opus préféré de la série. Mais lui, je lui réserve son propre épisode. C'est alors qu'un jour sortit la Game Boy Advance, et j'étais complètement fou de cette console dont la puissance était à des années-lumière de ma Game Boy Color. Il m'en fallait une à tout prix. J'ai eu à mon anniversaire suivant la console violet transparente avec Extreme Ghostbuster. Ouais, pas ouf comme premier jeu. Mais surtout, je me permettais souvent de jouer aux jeux de mon frère quand il avait le dos tourné. Je m'en excuse encore s'il regarde cette vidéo. Mais ça en valait la peine, j'ai pu découvrir beaucoup de jeux qui ne m'auraient jamais intéressé en temps normal. Et parmi eux, je vous le donne en mille, The Legend of Zelda A Link to the Past porté sur Game Boy Advance. Avec quelques ajouts comme la voix de Link enfant. Et aussi, j'ai cru comprendre un donjon bonus se débloquant en finissant Fourth World. Un nouveau jeu inclus dans cette version entièrement en coop et totalement impossible à faire en solo. Du coup, j'ai jamais pu y jouer. Effectivement, il fallait se connecter à la Game Boy Advance d'une autre personne possédant également A Link to the Past, pour espérer aller plus loin que juste l'écran titre. À cause de cette mécanique, peu de gens ont eu l'occasion de s'y essayer jusqu'au portage sur 3DS en jouable en solo. Et du coup, c'est vraiment là que t'as fait le jeu de bout en bout et pris ta revanche. Ouais, depuis la malédiction est brisée. J'ai terminé presque tous les Zelda auxquels j'ai joué. Presque. T'auras l'occasion de t'occuper de leur cas. Ah, là les pizzas, je vais les chercher et on peut s'y mettre. Lançons le jeu le temps qu'il arrive. Vu qu'on est 3 à jouer, je te propose qu'on garde le nom Link. Ça te va? Ouais, pas de problème. Il y a longtemps, dans le beau royaume d'Hyrule, entouré de montagnes et de forêts, des légendes parlaient d'un pouvoir d'or omniscient, caché dans un endroit secret. Beaucoup cherchèrent par les armes à pénétrer sur cette terre d'or secrète. Mais personne n'en revint jamais. Un jour, un pouvoir diabolique s'exhala de la terre d'or. Ainsi, le roi ordonna-t-il à 7 sages de sceller la porte de cette terre d'or. Ce sceau aurait dû demeurer à jamais. Mais quand ces événements occultés par les brumes du temps devinrent légende, un mystérieux sorcier nommé Aganim vint à Hyrule pour enlever le sceau. Il supprima le bon roi d'Hyrule et grâce à la magie, il se mit à faire disparaître un à un les descendants des 7 sages. Et l'accomplissement du destin de la princesse Zelda se fait proche. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Réveillés par l'appel de Zelda, nous apparaissons dans la maison de Link. Pas dans le même lit que lui, j'espère. D'ailleurs, il est censé vivre avec son oncle, il dort où, lui? Sur la chaise, apparemment. Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison, ne t'inquiète pas. Ça te semble pas bizarre que ton oncle sort en pleine nuit de rage et armé? Je me disais aussi. Du coup, c'est une teinture ou t'as vraiment les cheveux roses? Évidemment, le but du jeu n'est pas de rester sagement à la maison comme l'oncle de Link nous le demande. Sinon, ce jeu se serait appelé The Legend of Zelda Confinement Simulator. La première chose à faire est de prendre la lanterne dans le coffre et trouver un moyen d'entrer dans le château. Même si on a du mal à trouver, Zelda est là pour nous mettre sur la voie. Il y a un passage secret dissimulé sous un buisson à droite du château menant au sous-sol. Et... on retrouve l'oncle mort. Link, je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça.
Prends mon épée et mon bouclier, et n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Attends, je me trompe de texte. C'était quoi déjà? Ah oui, merci. Tu dois sauver la princesse Zelda. Ok. L'épée obtenue, Link pouvait à présent combattre les gardes du château. Ce sont des ennemis de base, mais ils peuvent s'avérer agaçants. Il faut les frapper dans leur bouclier pour leur infliger des dégâts. Si on tape dans leur épée, le coup est bloqué. Ça devrait pas être l'inverse, cherche pas à comprendre. En ce qui concerne les commandes, c'est assez simple à prendre en main. Link donne un coup d'épée en appuyant sur B, et en restant appuyé dessus, il charge son attaque tournoyante, qui sera une de ses attaques signatures dans les prochains jeux. Et appuyer sur Y permet d'utiliser l'objet sélectionné dans le menu pause, en l'occurrence ici, la lanterne, ce qui permet d'allumer les torches pour éclairer les pièces sombres ou révéler des secrets. Mais allez savoir pourquoi, ça consomme de la magie, comme l'attaque tournoyante. Plus tard, en cherchant Zelda dans les cachots, on trouve le boomerang qui permet d'assommer un ennemi quelques secondes, ce qui facilite grandement le combat contre le garde. Après ça, il suffit de pousser le blason dans la salle du trône pour s'enfuir. Alors je me souviens très bien. Quand j'étais petit, j'ai choisi celui de droite et c'était pas le bon. Donc ce doit être celui de gauche. Oh punaise, je me suis encore fait avoir! Link, pour le salut d'Hyrule, tu dois arrêter Aghanim. Je suis la dernière descendante des sages. Si je disparais, alors le sceau sera rompu et une force démoniaque s'emparera de cette terre. Une seule arme serait en mesure de triompher du sorcier, l'épée Excalibur. L'épée de légende, vous voulez dire? Non, Excalibur. Va au village Cocorico et parle, bref, demande à l'ancien, il t'en dira plus. Moi, je vais rester ici pour cacher la princesse. Moi je veux bien, mais étant donné que tout le monde sait qu'on a fait s'échapper la princesse Zelda, et qu'il y a un garde juste devant votre église, vous n'avez pas l'impression que les gens vont trouver ça louche de devoir sortir d'ici comme par hasard sans la princesse? D'autant plus que je rappelle que cet endroit est directement relié à là où je trouve tous les méchants, ce qui fait au passage de cette église l'endroit idéal pour vous prendre en tenaille. Mais non, oh là là, vous vous en faites pour rien. Ouais, et ainsi commence l'aventure pour de vrai. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Nous voici lâchés dans le royaume d'Hyrule, prêts à en explorer les moindres recoins. Bien sûr, il ne faut pas oublier la quête principale, il est très facile de se perdre dans ce vaste monde, mais heureusement il suffit d'afficher la carte avec X pour repérer où nous sommes et l'endroit où il faut se rendre et ne pas se perdre. Même si pour le coup c'est dommage de ne pas avoir assigné la carte aux gâchettes LR ou à Select. Ça aurait permis de laisser un bouton libre pour pouvoir assigner un second objet, et ça éviterait d'avoir à repasser tout le temps par le menu pause pour changer. En parlant d'objets, il y a certaines choses à faire au village. D'abord, parler à ce marchand pour lui acheter une bouteille. Même si 100 balles la bouteille vide, c'est un peu de l'arnaque. Mais c'est une escroquerie. C'est des foies de volaille. Et une seconde, on entre par effraction à l'arrière de ce bâtiment. Et pour finir, parler à cet homme malade pour qu'il nous remette gentiment son filet à papillon. Ce sera très utile par la suite, vous verrez. En parlant aux villageois, certains prennent la fuite en appelant les gardes maintenant qu'on est accusé d'avoir enlevé Zelda. Heureusement, certains semblent croire Link innocent. On a appris que l'une des maisons était autrefois un repère de bandits dont le chef détestait la lumière du jour. Et également que Excalibur se trouve au cœur des bois perdus. Mais pour l'instant, inutile d'aller la chercher. D'ailleurs, le petit-fils de l'ancien nous dévoile sur notre carte l'endroit où se trouve ce dernier. Avant de partir, on a aussi rencontré un homme disant avoir perdu son fils. Sans doute une quête à réaliser plus tard. Avant de partir, vaut mieux aussi acheter des bombes, histoire de pouvoir tout de suite exploser les murs fissurés. Pas besoin de s'inquiéter pour l'argent, il est très facile de récupérer des rubis à foison. Et on a fini par trouver l'ancien dans les ruines de l'Est. Je suis un des descendants des 7 sages. Bref, pour décrocher Excalibur de son socle, tu devras réunir 3 pendentifs cachés en Hyrule. Commence par celui du courage dans le temple à côté, et je te dirai où trouver les 2 autres. Des questions ? Oui, si vous êtes l'un des descendants des sages, alors techniquement Aghanim de vous faire disparaître en plus de la princesse Zelda pour ouvrir le seau, non? C'est du coup à la demande de Fatralala qu'on s'est rendu au palais de l'Est, premier donjon du jeu. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la licence Zelda, les donjons sont de grands bâtiments avec de nombreuses salles et étages, toutes remplies d'ennemis et d'énigmes qu'il faudra résoudre pour obtenir les différentes clés permettant d'ouvrir les portes verrouillées et à la fin duquel nous attend un boss détenant quelque chose dont on a besoin pour finir le jeu.
Il y a aussi un grand nombre de coffres à ouvrir, mais ce sont généralement 4 objets importants qui seront à récupérer. La carte, permettant de connaître l'infrastructure quasi précise du donjon, la boussole, qui dévoile l'emplacement du boss et dans les opus suivants celle des coffres encore non ouverts, ou encore la grande clé. Ouvrant tous les gros verrous permettant de se frayer un chemin jusqu'au boss. Ainsi qu'un coffre géant contenant un nouvel objet indispensable pour progresser dans le donjon et l'aventure. Ce qui d'ailleurs est généralement l'objet nécessaire pour atteindre le point faible du boss. Qui du coup ne doit pas être bien futé de garder chez lui l'arme permettant de le vaincre. Ok les gars, les aventuriers qui viendront ici auront absolument besoin de cet arc pour me vaincre. Alors dans l'hypothèse où ils en auraient pas déjà un sur eux, vous allez me faire le plaisir de l'enfermer dans un énorme coffre, bien voyant, dont vous aurez caché au préalable la clé dans un de ces petits coffres de notre donjon. Ce serait pas plus logique de le brûler? Ou au moins le cacher à l'extérieur dans le lac ou... On ne discute pas mes ordres! L'autre particularité des donjons est que chacun d'entre eux obéit généralement à un thème et une mécanique précise permettant d'avancer. Bien qu'ici il n'y en ait pas vraiment. Il est surtout là pour initier le joueur au concept de donjon. Celui-ci est très facile, même le boss n'est pas bien coriace. Quelques flèches bien placées et c'est réglé, je l'avais dit. D'ailleurs voilà pourquoi j'ai insisté pour aller chercher les 2 bouteilles et le filet au village. En sautant ici, on trouve une petite pièce secrète contenant des petites fées. Il est possible de les attraper avec le filet pour les transporter dans une bouteille. Ainsi, l'une d'elles se libère à chaque mort pour nous ramener à la vie. C'est le kidnapping techniquement, non? Si c'était le cas, je pense pas qu'elles se donneraient la peine de ramener leur kidnappeur à la vie. Faut arrêter avec cette blague. Bref, maintenant qu'on a le pendentif du courage, Srawalala nous raconte qu'Hyrule était autrefois protégée par un ordre de chevaliers, mais que tous ont été massacrés durant la guerre du Sceau des Sages, mais qu'un héros doit surgir parmi leurs descendants. Il nous indique ensuite où trouver les 2 autres pendentifs ainsi qu'Excalibur, tout en nous remettant les bottes de Pégase et nous parlant d'un objet utile à récupérer au lac Ilia. Malheureusement, nous n'y avons pas encore accès. Tout ce que nous y trouvons, c'est cette sorcière qui nous demande de lui rapporter un champignon... de Paris. Eh bien, nous y penserons quand Link pourra se rendre dans le monde réel ou un autre jeu où Paris existe. Il peut aller illumiste en Smash, ça compte? Ce n'est ni la bonne version de Paris, ni la bonne version de Link. Ceci dit, même avec l'emplacement des objectifs sur la carte, il reste possible de se perdre ou d'être bloqué sans trop savoir quoi faire. Pourtant, le jeu n'est pas frustrant pour autant. L'exploration du Ril reste un élément fondateur de Zelda et le jeu récompense la curiosité. On peut par exemple trouver des fontaines d'effets pour retrouver toute notre santé comme dans Zelda 1. Et aussi trouver des quarts de cœur cachés un peu partout sur la carte. Ouais, la santé de Link est représentée par des cœurs. Si on en a que 3 pour commencer, chaque boss vaincu offre un cœur supplémentaire au compteur. Et ramasser 4 quarts de cœur permet de former un nouveau réceptacle qui vient s'ajouter lui aussi à la santé. Tout ça pour dire que même sans savoir où aller, on trouve toujours des trucs à faire. Par exemple, grâce aux bottes de Pégase, nous avons trouvé le livre de Mudora, qui permet de déchiffrer l'Ilia ancien. Un peu plus bas, un homme s'étant disputé avec son frère et... qui l'a emmuré? Waouh, radical la punition. On a aussi retrouvé le fils de l'homme au village, mais... Je me souviens que petit, j'ai été terrorisé en tombant là-dessus. Arrivé au désert, nous trouvons le second donjon, et grâce au livre, nous avons pu déchiffrer la stèle énonçant les consignes pour y entrer. La particularité du palais du désert est à la fois son thème sablonneux, la plupart des ennemis sortant du sol pour nous attaquer, et possède plusieurs entrées et sorties différentes, permettant d'accéder à des zones inaccessibles depuis l'entrée principale. On y trouve ici les gants de puissance qui permettent à Link de soulever les rochers, ce qui permet de libérer le chemin sur la falaise, passant par cette horrible salle où on se fait agresser par des dalles de carrelage. Et d'aller défier... Scorn? Molgera? Non, l'âne molasse. Mais le principe est le même, attendre qu'il sorte la tête du sol pour lui régler son compte. Et obtenir le pendentif de la sagesse. En route pour le dernier pendentif, on a trouvé une écluse qui a permis de vider l'eau et trouver un autre quart de cœur, condamnant au passage ces poissons innocents à une mort lente et cruelle par asphyxie. Un peu plus loin, une cachette de bandits contenant des rubis en grand nombre. Malheureusement. Oui, malheureusement. Je sais que dans la vraie vie ce serait la joie totale de trouver si facilement autant d'argent, mais dans ce jeu c'est plus blasant qu'autre chose. Je m'explique, la monnaie des jeux Zelda sont les rubis, dont la valeur varie selon leur couleur. On ne peut en général emporter qu'un nombre limité, et il sera souvent nécessaire de trouver des extensions de bourse pour en porter plus. Heureusement pas dans celui-ci, dont la limite est de 999. L'ennui, c'est qu'on trouve des rubis très facilement quoi qu'on fasse, et vu qu'on a rarement des achats à faire, on a toujours des rubis à ne plus savoir quoi en faire.
Du coup, quand on a 998 rubis en stock et qu'on ouvre un coffre en contenant 300, et dû au fait qu'on a encore la place que pour un seul, les 299 autres disparaissent purement et simplement. Encore dans Majora's Mask, on avait une banque pour stocker nos rubis pour éviter les pertes et le surplus. Mais ici, rien du tout. Du moins pas à ma connaissance. En fouillant un peu plus loin au sud-est, on a découvert une grotte dans laquelle on a trouvé la baguette de glace. Une arme que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pourquoi? Pour ça. Petrificus totalis. En tout cas, grâce aux gants de puissance, on a pu débloquer le passage vers le lac Ilia, où des auras bien plus hostiles que dans les jeux suivants nous attaquaient sans cesse. L'un d'eux, heureusement, nous a offert des palmes. Oui, vu d'où il les sort, j'ai pas trop envie de mettre ça à mes pieds. Tu as acheté les palmes de Zora? Elles vont te permettre de nager, même en eau profonde. Oula, non, stop. Désolé Link, mais c'est pas parce que tu vas mettre des palmes que tu vas tout à coup savoir nager, ça marche pas comme ça. Grâce aux palmes, on peut traverser cette cascade et rejoindre la fontaine de la Grande Fée. En y jetant le boomerang et le bouclier, ces deux derniers sont améliorés. Le boomerang va plus loin et le bouclier protège mieux et également des boules de feu. Ah, la Grande Fée. S'il y a un personnage de Zelda qui s'est pas amélioré au fil des jeux, c'est bien elle. Autant tous les personnages récurrents ont évolué en bien tout en restant fidèles à leur chara-design original, autant la Grande Fée... Bref, direction le Mont du Péril, près de la maison des bûcherons. Retenez bien cet emplacement, ce sera utile pour plus tard. Après avoir traversé la caverne, un vieil homme nous remet le miroir magique, un objet vital pour la suite de l'aventure. Et en poursuivant la route, on est tombé sur un genre de téléporteur et... Link est transformé en lapin, la première d'une longue collection de transformations. Il se transformait pas en fée aussi dans Adventure of Link, la première, je te dis. Nous sommes apparemment passés dans un monde parallèle où les humains ne peuvent conserver leur apparence humaine. Du coup, je suppose que dans notre cas, ça change pas grand chose. En tout cas, le miroir permet de revenir dans le monde normal de n'importe où, ce qui permet de jouer avec la géographie des deux mondes parallèles pour atteindre de nouvelles zones. Un peu plus loin, il y a une stèle qu'il faudra retourner voir armée d'Excalibur. Et enfin, le troisième donjon, j'ai nommé la Tour d'Hera. Un donjon montant jouant avec des interrupteurs inversant la montée et la descente de ces cubes rouges et bleus, qu'on retrouvera fréquemment par la suite. Et aussi des espèces d'étoiles qui déplacent les trous d'une salle. Un donjon très facile qui force le joueur à apprendre à se servir des trous pour atteindre des zones inaccessibles aux étages inférieurs. L'objet de ce donjon n'est pas une arme, mais il ne faut surtout pas l'oublier, la perle d'Hera, permettant de rester sous sa forme humaine dans l'autre monde, ce qui dans notre cas ne change pas grand chose. Par contre le boss, mon dieu. Une énorme chenille jaune avec des yeux tout ressortis qui bougent partout de façon aléatoire et qu'on ne peut blesser qu'en le tapant pile au bout de la queue. Un simple contact avec lui nous fait valser. Et ce n'est pas le pire, si on tombe dans un trou, on atterrit dans une salle plus bas et on doit remonter affronter le boss. Sauf qu'entre temps, comme on a changé de salle, sa santé a retrouvé son état maximal, du coup on doit à chaque fois recommencer le combat à 0. Sans parler du fait que chaque coup qu'il reçoit le fait se déplacer encore plus vite, ce qui rend ce boss particulièrement frustrant. Avec le pendentif de la force, ça nous en fait 3. Direction les bois perdus au pied de la montagne pour enfin aller décrocher l'épée de légende. Excalibur, je dis ce que je veux. Pas trop difficile de se repérer dans la forêt, faut juste pas oublier de prendre le champignon pour la sorcière et faire gaffe à ce bandit. Je sais pas si on essayait d'appeler au secours. Ok, j'essaie. Le soir tombe. Au secours, venez nous chercher. C'est pas très convaincant ton truc. Bon, attends, je vais être plus convaincant là. T'as intérêt, oui. Au secours, venez nous chercher, c'est gratuit. Eh ben mon vieux, si on n'a pas de réponse sur une telle offre, c'est parce qu'il y a personne. Après ça, on trouve enfin Excalibur et Link qui la retire de son socle. Elle est bien plus puissante et envoie même une attaque magique quand notre santé est au maximum. Mais à peine on obtient l'épée que le prêtre nous appelle à l'aide. Link, les gardes nous ont attaqués. Ils ont emmené la princesse au château d'Hyrule pour la sacrifier. Quelle tragédie! Si seulement quelqu'un vous avait prévenu qu'étant donné que tout le monde sait qu'on a fait s'échapper Zelda et qu'il y a un garde juste devant votre église, les gens auraient trouvé ça louche de devoir sortir d'ici comme par hasard sur la princesse, d'autant plus que cet endroit est directement relié à là où se trouvent tous les méchants, ce qui fait de cette église l'endroit idéal pour vous prendre en tenaille. Oui, si seulement. Rassure-moi, tu le fais exprès, non? Bon, c'est pas comme si le scénario allait avancer sans Link, alors allons apporter le champignon à la sorcière. Ça nous donnera plus tard un objet qui sera utile. Grâce à Excalibur, il est à présent possible de briser la barrière et d'escalader la tour. Ce n'est pas vraiment un donjon, plus une succession de salles et d'ennemis à affronter.
C'est trop tard. À présent, je vais faire disparaître Zelda sous vos yeux. Oui, je pourrais la tuer pour faire plus rapide, mais ce jeu doit rester kids friendly. Alors je vais plutôt faire comme la censure de Yu-Gi-Oh! On te laissera pas faire! Vous ne pourrez rien contre moi. Ceci est une cinématique. Vous êtes obligé de regarder sans pouvoir intervenir. Oh non, John Scénario nous a encore piégés. C'est parti. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Disparition de la princesse en cours. Veuillez ne pas éteindre ni redémarrer. Merci. Ah ah ah. Le sceau est brisé. Le pouvoir démoniaque va se libérer. Sur ce, à plus. Je suis pas là. T'es au courant qu'on t'a vu te cacher? Fichtre. Le combat contre Aghanim a sonné. Il est temps de lui régler son compte dans un combat épique. D'ailleurs, c'était vraiment nécessaire d'aller chercher Excalibur. Parce que je veux pas dire, mais le filet à papillon permet aussi de renvoyer ses attaques, donc De toute façon, il arrive à s'enfuir. Link, c'est moi, Sralawalalala. L'endroit où vous vous trouvez était l'ancienne terre d'or, mais une puissance diabolique l'a transformée en monde des ténèbres. Tous ceux qui ont disparu du monde de la lumière ont été envoyés ici, y compris Zelda et les descendantes des sages. Ah d'accord, Aghanim a vraiment repompé le coup du royaume des ombres dans la version 4Kids de Yu-Gi-Oh en fait. Nous voici dans le monde parallèle à Hyrule, le monde des ténèbres, pour libérer les 7 jeunes filles des 7 donjons de ce monde. C'était une grosse surprise à l'époque d'apprendre qu'alors qu'on pensait avoir fini le jeu, nous avions un tout nouveau monde à explorer et que nous n'avions même pas encore fait la moitié du jeu. D'autant plus que certaines actions dans un monde a des répercussions sur l'autre. Le monde des ténèbres est donc bien un élément de gameplay à part entière. On dit aussi qu'à l'origine un 3e monde était prévu, mais les développeurs craignaient que cela n'entraîne trop de complications et seuls 2 ont été retenus. D'ailleurs la musique de ce monde est une vraie tuerie. Tu rigoles ou quoi? Toutes les musiques sont extra. Que serait un Zelda sans ces musiques, vous voulez dire? D'ailleurs certaines d'entre elles ressortent souvent dans la série. C'est pas tout ça, mais il est temps d'aller secourir les descendantes des sages. À partir de là, le jeu se corse sérieusement. Les ennemis sont beaucoup plus forts. Y'a qu'à voir comment nos cœurs fondent comme neige au soleil. Le premier donjon de ce monde d'ailleurs se trouve exactement au même endroit que celui d'Hyrule. Et en traversant la forêt, un petit singe nous a suivis et nous a fait payer pour ouvrir la porte du donjon. Je sais pas ce qu'un singe compte faire avec des rubis, mais passons. Nous voilà dans le palais des ténèbres. À l'instar de celui de l'Est, il n'a pas de mécanique propre. Il est là pour nous initier à ce qui nous attend dans les prochains à venir. C'est peu de le dire, les 3 premiers donjons étaient une promenade de santé en comparaison. Ici, tout est bien plus difficile de par les ennemis plus coriaces et surtout les structures plus labyrinthiques. Croyez-moi, loupez un seul petit détail et vous pouvez être sûr qu'on va vite se retrouver à tourner en rond sans savoir où aller. Heureusement, dans chaque donjon, on peut trouver une plaque permettant de parler à Slarara ou Zelda et recevoir des indices. Plus ou moins. Utilisez l'objet de ce donjon pour vaincre les ennemis. Non, vraiment? J'y aurais jamais pensé, tiens. N'oubliez pas de prendre la perle d'Hera dans cette tour pour garder votre apparence dans le monde des ténèbres, ce qui, dans votre cas, ne change pas grand-chose. C'est plus ou moins ce qu'on nous a dit avant d'entrer. Je suis coincé dans le rocher de la tortue, dépêchez-vous de m'aider! Excusez-nous de risquer nos miches pour sauver les vôtres.
princesse. Grâce au marteau trouvé dans le donjon, on a pu se frayer un chemin jusqu'à l'entrée du boss. Assez corsé d'ailleurs, son masque le protégeant des attaques à l'épée. Mais une fois vaincus, nous avons pu libérer la première jeune fille. Cette dernière nous raconte que le monde des ténèbres était autrefois la Terre d'Or, berceau du pouvoir d'or appelé Triforce. Mais lorsqu'un certain Ganon s'en est emparé et fit le vœu de contrôler le monde, voilà ce qui en est devenu. Et il compte s'emparer aussi du monde de la lumière en forçant l'ouverture du sceau des sages, qui n'est heureusement pas encore complètement brisé. On sait à présent où chercher les autres jeunes filles. Mais même si on nous donne l'impression de pouvoir aller les sauver dans n'importe quel ordre, ce n'est pas du tout le cas. Il faut absolument les faire dans l'ordre numéroté, sinon on va très vite se retrouver bloqué. Sur le chemin, on arrive dans le bosquet où avait disparu l'enfant jouant de l'ocarina. Ce dernier a été changé en monstre en arrivant dans le monde des ténèbres et nous remet une pelle afin de creuser pour retrouver son instrument avant de rendre l'âme de façon assez triste. Et en allant voir son père dans le monde de la lumière, il nous demande d'aller jouer de l'ocarina devant la girouette. Cette dernière se transforme alors en oiseau qui vient lorsqu'on utilise l'instrument, de façon à se rendre plus rapidement à certains points de la carte, de quoi grandement faciliter les déplacements. On a de ce fait pu retourner au Mont du Péril et apporter Excalibur à la stèle. Ce qui nous a permis de récupérer le médaillon de l'éther, une des 3 attaques magiques du jeu. Et comme son symbole est en forme d'éclair, l'utiliser permet de... geler les ennemis. Attends quoi? Cherche pas à comprendre. Au passage, maintenant que nous avons un endroit pour recharger notre stock de fées grâce à cet arbre taillé par les bûcherons plus tôt, croyez-moi, on va en avoir besoin. Et grâce aux champignons qu'on a donnés à la sorcière, on a pu récupérer la poudre magique qui permet de transformer les crânes en fées, idéal pour recharger sa santé et son stock de fées en plein donjon. Quoi qu'il en soit, voilà le palais des marécages, là où se trouve l'écluse du monde de la lumière. Alors je sais que les donjons sur le thème de l'eau dans les jeux Zelda, surtout celui d'Ocarina of Time pour beaucoup, ont tendance à être relativement frustrants, mais rassurez-vous, celui-là a rien de bien compliqué. Il y a juste à tirer les leviers pour faire s'écouler l'eau et accéder au passage suivant. Un donjon très facile, surtout après l'obtention du grappin. Il y a que le boss qui serait pas aussi galère s'il n'infligeait pas autant de dégâts. La seconde jeune fille raconte que la Triforce exauce les vœux de celui qui la touche, et que la réalisation de ce vœu dépend de la nature de la personne. Le cœur mauvais du bandit Ganondorf a eu pour conséquence de ravager le monde lorsque son vœu a été réalisé, en devenant le roi maléfique Ganon. Direction le 3ème donjon, du moins on aimerait bien. Comme toutes les zones du monde des ténèbres ne sont pas accessibles depuis ce dernier, il faut régulièrement s'y rendre depuis celui de la lumière. Et le miroir ne permet de passer que dans ce dernier. Pour accéder à l'autre, il faut absolument utiliser un téléporteur comme celui du monde d'Hypéril. Ou alors entrer dans le portail du château d'Hyrule, devenu un point de transition. Mais du coup, il faut à chaque fois fouiller le moindre recoin du monde de la lumière pour trouver le bon téléporteur, ce qui rend les recherches assez reloues. Heureusement, on trouve des PNJ nous permettant de trouver des indices sur l'éventuel truc à trouver. L'un d'eux, par exemple, nous a raconté où et comment trouver l'élément de la secousse, un magasin de bombes là où se trouvait la maison de Link, le 3ème flacon sous le pont du château d'Hyrule, et un petit poulpe nous parlant d'une fée cachée derrière un mur fissuré de la pyramide, trop résistant pour nos bombes standards cela dit. Quand on est coincé, on peut toujours demander l'aide de la voyante, pour avoir des indices sur les objets à récupérer, comme le médaillon des flammes. L'ennui, c'est que cette tarif augmente à chaque demande. Bof, c'est pas comme si on risquait de se retrouver à court de thunes, certes. Elle nous a aussi permis de trouver une extension de la jauge de magie, quasi indispensable pour la suite du jeu. Mais pour le coup, on tourne en rond. Le prochain donjon est censé être dans cette forêt, mais impossible de l'atteindre. Ah, on pouvait longer le trou. Super. Le palais des squelettes a pour thème les morts vivants, avec des momies qui prennent 50 000 coups pour mourir, et ces mains de la famille Adams tombant du plafond pour nous ramener à l'entrée. Comme le palais du désert, il possède plusieurs entrées et sorties qui permettent d'ailleurs de progresser peu à peu dans la forêt et d'atteindre l'entrée du boss grâce à la baguette du feu pour affronter... Mothra ? La 3ème fille nous explique que seul Link peut vaincre Ganon. Non, que le seul descendant des chevaliers peut détruire la source du mal. C'est kiff-kiff, mais bon, les madames commencent à pas mal se répéter. Par chance, le donjon suivant est juste en dessous, dans le village des bandits. Il suffit de tirer sur le trident pour y accéder. On atteint rapidement la salle du boss qui est... vide ? Et la jeune fille prisonnière d'une cellule et non d'un cristal. C'est louche ça. Vous allez voir, vous vous souvenez de l'homme qui vous a parlé du repère des bandits ? Ah ouais, bien vu!
La quatrième file libérée, on a également pu trouver le forgeron perdu et le ramener chez lui grâce aux gants de titan qui permettent de soulever les charges encore plus lourdes. Et on a pu améliorer Excalibur, et on veut nous faire croire que c'est des forgerons random. On a aussi pu récupérer un coffre au village des bandits, et le faire ouvrir par l'homme à l'entrée du désert pour obtenir la dernière bouteille. Les gants nous ont aussi permis de visiter le cimetière et trouver la cape magique qui rend invisible et permet de passer à travers les attaques et obstacles. Même si techniquement, invisible ou pas, quand tu poses tes pieds sur un pic en acier, tu le sens passer. Après ça, direction le Palais des Glaces, sans aucun doute le pire du jeu. Il nous oblige à faire je ne sais combien d'allers et retours entre les étages pour pousser des blocs, activer les interrupteurs et je ne sais quoi d'autre. Le tout avec ce satané sol gelé qui nous empêche de bouger normalement. Oui, cette scène est parfaitement ridicule. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Heureusement, on trouve dans ce donjon la tunique bleue qui augmente la résistance. Et franchement, on va pas cracher dessus. Direction ensuite le marécage, remplaçant le désert du monde de la lumière, et ouvrir le donjon suivant grâce au pouvoir de l'éther. C'est parti pour le palais des démons. Rien de particulier à dire sur celui-ci, il est relativement facile et l'objet qu'on obtient est assez anecdotique. On en aura besoin que très rarement. Par contre, c'est moi ou les 6 jeunes filles à libérer en plus de Zelda ont toutes exactement la même apparence. Ce palais terminé, nous avons pu acheter la super bombe pour faire exploser le mur de la pyramide et accéder à la grande fée qui nous a permis d'améliorer l'arc et l'épée une fois de plus. Elle avait atteint son niveau maximum à présent, voyez vous-même. Aussi, ce n'est dit nulle part, du moins pas mes connaissances, mais les flèches d'argent sont absolument indispensables pour le boss final. Ceci fait, on a pu se rendre au Mont du Péril, jouant à nouveau avec l'alternance entre les deux mondes. Oh tiens, des linelles! Pour ouvrir le rocher de la tortue grâce au pouvoir des secousses et y accéder. J'ai cru comprendre que beaucoup considéraient ce donjon comme très difficile, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien préparé, il est tout simple, il suffit juste de prévoir un gros stock de magie. Et si ce labyrinthe de tuyaux peut faire peur de prime abord, il n'est pas bien pris de tête au final. On y trouve même le bouclier miroir faisant sa toute première apparition dans la série. Par contre, n'espérez même pas vaincre ce boss sans les 2 baguettes élémentaires. Chaque tête additionnelle est associée à un élément, le feu ou la glace, et le seul moyen de le rendre vulnérable est de l'attaquer avec la baguette de l'élément opposé. Et si par malheur vous tombez en rate de magie... Je suis très désappointé! Zelda enfin libre, il ne reste plus qu'à rejoindre la tour de Ganon pour en finir. Avec leur pouvoir, les 7 jeunes filles parvinrent à libérer la barrière protégeant la tour, et c'est parti pour le donjon final. Plus une série d'épreuves qu'un réel donjon, cela dit. On y trouve également la tunique rouge qui augmente encore la résistance, et on doit également défaire à nouveau les 3 premiers boss du jeu. Oui, même lui! Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Bravo pour être allé aussi loin. Mais tout est fini. Pour vous, vous ne parviendrez jamais. Ah. Oui, bon, abrège. Pardon? Arrête de faire ton show. De tous les méchants secondaires de Zelda, t'es le plus oubliable de tous. Même Hyrule Warrior t'as oublié. Pardon? Et ta seule apparition future sera dans Smash Ultimate en tant qu'esprit. Autant dire que tu auras pas une carrière très glorieuse. Comment osez-vous? Et ton sprite donne l'impression que tu as la tête de Porky Minch. Vous avez payé pour cet affront. Vous avez une dernière parole? Cette fois, c'en est trop! Après avoir vaincu Aghanim, il ne restait plus que Ganon. Il était grand temps de faire face à ce monstre qui avait tout déclenché, l'auteur de tous les malheurs qui ont frappé Hyrule. Qui pouvait bien être ce Ganon? Quel genre de monstre était-il? Un dragon? Un démon? Ou un... Je n'aurais jamais pensé que de tels gringalets puissent me causer de tels problèmes. Je vous félicite d'avoir vaincu Aghanim, mais... Je ne vous donnerai jamais la Triforce. Je vais vous détruire sans plus tarder et conquérir le monde de la lumière pour... Bon, ok, allez-y, qu'on en finisse. Oh, le temps pas mal. On peut discuter le bout de gras si tu veux. Mais si tu y tiens, on peut te rentrer dans l'art tout de suite. Ouais. Ça va, fais pas cette tête de cochon. C'est bon? Vous avez fini? Oh
Oh, Link! Franchement, tu l'as cherché celle-là. Ouais, y a des limites, t'as pas honte? L'affrontement final a sonné. Ganon est fidèle à sa réputation et se révèle un adversaire redoutable. Une fois de plus, il vaut mieux avoir beaucoup de magie sous peine que le combat soit perdu d'avance. Le combat est long, éprouvant, intense. Ganon semblait imbattable, et pourtant, après l'avoir immobilisé, Link a pu lui porter le coup de grâce. Ganon vaincu, nous avons pu libérer le pouvoir d'or, la Triforce. Il est grand temps de mettre enfin terme au tourment d'Hyrule. Link s'empare de la relique divine et fait alors le vœu que tout le mal causé par Ganon et ses fidèles soit réparé. Ainsi, tout redevint comme avant. Le roi revient à la vie, l'oncle de Link aussi, ainsi que tous ceux perdus dans le monde des ténèbres. Et Sahasrahla a pu regagner son village et sa famille. T'es sûr que ça se passe comme ça? Merci. À vous tous, Hyrule a enfin retrouvé son visage d'origine, et toutes les victimes du Seigneur des Ténèbres sont sauvées. La vie va pouvoir reprendre son cours, les habitants connaître la paix, et Excalibur a accompli sa mission, et peut désormais reposer pour toujours. On lui dit, non, pas question. Et voilà, c'est fini. Pfiou, ça fait toujours son petit effet. Yep, j'avoue que ça fait du bien de reparcourir ce jeu. C'est sûr. The Legend of Zelda est ce petit quelque chose que peu de séries possèdent, une véritable aura qui enchante les joueurs sur tous les aspects. Ce n'est pas pour rien si A Link to the Past est aussi culte aujourd'hui. Malgré quelques défauts dont il est facile de voir comme anecdotiques, il a entraîné la licence vers de nouveaux horizons et a sublimé sa recette déjà excellente. Que ce soit son gameplay, son histoire, ses musiques ou son ambiance, il est impossible de rester indifférent à cette série qui n'a pas fini de nous faire rêver. Et c'est toujours avec plaisir et émerveillement qu'on se laisse entraîner dans le royaume d'Hyrule, prêt à l'explorer dans ses moindres recoins et en découvrir tous les secrets. Bien sûr, tout le monde n'aimera pas Zelda, chacun ses goûts après tout. Mais force est de constater que Zelda a toutes les meilleures cartes pour être une des meilleures séries de jeux ayant existé. Et 35 ans d'existence sans jamais s'essouffler, c'est pas rien. On peut vraiment la féliciter pour avoir fait tout ce chemin. Pour ces 35 années à nous faire voyager, je vous remercie tous. Link, Zelda, Ganon, et tous les autres personnages de ce monde merveilleux. Oui, même vous deux. Et en ce qui nous concerne, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis au cours de cette première année. Beaucoup de nouveaux jeux et de nouvelles histoires nous attendent au cours de cette seconde année, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les suivre que moi à vous les raconter. À la prochaine!